Donc, bonjour à tous, je m'appelle Antoine Chaffin du coup et je suis ingénieur de recherche au sein de Lighton depuis un peu plus d'un an désormais. Et du coup je vais essayer de vous présenter la pipeline de génération de texte augmentée par la recherche d'informations multimodales, donc visuelles aussi. Et pour faire ça, je vais commencer par vous montrer comment fonctionnent les pipelines un peu plus traditionnels, qui fonctionnent uniquement sur du texte, afin d'introduire comment on a rajouté cet aspect multimodal et surtout en quoi ça a un grand intérêt pour un certain nombre de cas d'usage de nos clients. Donc tout d'abord, pour faire de la génération simplement de texte, on va apprendre en fait à un modèle à reproduire des séquences d'entraînement. Donc par exemple, pour la phrase The cat drinks milk, on va lui apprendre à prédire cat à partir de the, drinks à partir de the cat, etc., etc. Et donc une fois qu'on a entraîné ce modèle, on va pouvoir faire de la génération de texte en donnant un début de texte à notre modèle, qu'on va venir appeler l'amorce. Le modèle va nous répondre une distribution de probabilité sur notre vocabulaire, c'est-à-dire qu'il va nous proposer quels sont selon lui les mots qui conviendraient pour venir compléter notre séquence originale. On va ensuite sélectionner un mot selon cette distribution. Donc, par exemple, on va prendre le mot que le modèle considère être le plus pertinent pour compléter notre séquence. Et on va venir ajouter le mot sélectionné à notre amorce. Et en fait, on va répéter ce processus itérativement jusqu'à générer le texte final. Et donc avec ce processus de génération de texte, on va pouvoir créer des modèles qui vont être capables de nous répondre à certaines questions, simplement en entraînant notre modèle sur un certain nombre de données qui ont la forme de questions-réponses. Et donc via cet entraînement, on va apprendre au modèle à nous générer des réponses aux questions qu'on va mettre dans l'amorce du modèle. Et donc ça va nous permettre de créer des modèles qui vont être capables de répondre à un certain nombre de questions sur des domaines assez génériques. Donc ça, c'est des modèles comme ChatGPT que vous avez sûrement l'habitude d'utiliser. Et en fait, on peut voir ça comme un savant qui est capable de répondre à un certain nombre de questions sur des domaines assez génériques qu'il a pu étudier par le passé. Donc, par exemple, si on lui demande de quelle couleur elle l'est, il y a de grandes chances qu'il nous réponde correctement. Mais le problème de l'information qui a été internalisée par le modèle, enfin, il y en a différents. Un des premiers problèmes, c'est la temporalité de l'information. Le modèle, il a été entraîné à un instant donné. Du coup, il a emmagasiné des informations qui étaient vraies à cet instant-là. Mais si on lui pose des questions sur des informations qui ont pu évoluer, et ben, il va potentiellement nous répondre à côté, puisqu'il va répondre l'information qu'il avait appris à cet instant-là. Donc, par exemple, si je lui demande à un modèle qui a été entraîné avant les dernières élections américaines, qui est le président des États-Unis, il y a de grandes chances qu'il nous réponde que c'est Joe Biden, puisqu'il n'est pas au courant en fait que le nouveau président c'est Donald Trump. Et un autre problème des informations qui ont été emmagasinées par le modèle, c'est que certaines informations qui sont nécessaires pour répondre à certaines questions sont potentiellement confidentielles, ou en tout cas pas suffisamment publiquement connues pour que le modèle ait eu besoin de les apprendre. Et donc si on lui pose des questions sur des informations que le modèle n'a pas vues pendant son entraînement, par exemple moi en quelle année j'ai commencé à travailler chez Lighton, il y a peu de chances que le modèle ait été exposé à ça, et dans tous les cas, il y a certaines informations qui sont confidentielles. Et donc, comme le modèle il est obligé de répondre quelque chose, on va l'obliger à générer quelque chose, il va essayer de générer une réponse, mais comme il n'a pas cette information, il va générer une mauvaise réponse. On dit qu'il hallucine, et du coup, ça ne nous convient pas. Et en fait, ce cas d'utilisation, c'est un cas très très fréquent dans les entreprises, puisqu'en fait, la plupart des informations, les connaissances internes à la boîte, elles sont gardées de façon interne, puisque c'est de la propriété intellectuelle, et donc les modèles publics n'ont pas accès à ça. Et donc pour répondre à ces problématiques, ce qu'on peut faire, c'est venir rajouter, en plus de notre requête utilisateur dans l'amorce, des informations supplémentaires qui vont pouvoir être utilisées par le modèle pour venir répondre à ces questions. Donc par exemple, si je lui pose la question qui est le président des États-Unis et que je lui mets en plus dans l'amorce la page Wikipédia sur la présidence actuelle des États-Unis, le modèle va correctement réussir à venir extraire l'information de cette page Wikipédia et donc nous préciser que le président des États-Unis, ce n'est plus Joe Biden, mais c'est Donald Trump. Mon CV, il va pouvoir venir extraire la date à laquelle j'ai été embauché à Lighton et donc répondre correctement à la question depuis quand Antoine travaille chez Lighton. Et donc pour reprendre cette analogie du savant, les savants ils peuvent être très intelligents, ils ont étudié énormément d'informations, mais s'ils n'ont pas les informations pendant leur entraînement sur la question, il ne va pas pouvoir nous répondre. Mais si on lui donne des livres, il va être capable d'aller lire dans le livre, d'aller trouver cette information et de nous répondre correctement. Et donc ça, c'est un peu les approches que vous pouvez voir. On peut pouvoir donner des documents et venir joindre directement certains documents. ChatGPT, il le propose potentiellement de venir joindre un ou deux documents et du coup avoir des réponses qui vont utiliser ces documents. Le problème, c'est que dans la réalité, dans les vrais cas d'usage, vous avez plus qu'un ou deux documents. Les bases de connaissances des entreprises, ce n'est pas un ou deux documents, c'est des dizaines, des centaines, des
milliers, des centaines de milliers, que sais-je. Et donc, en fait, on ne va pas pouvoir venir attacher tous les documents à notre modèle. Ça serait beaucoup trop coûteux. On a parlé des cartes graphiques tout à l'heure, mais il faudrait énormément de cartes graphiques pour venir tenir ça. Et en fait, même si c'était réellement possible, ça ne serait pas pertinent, puisqu'en fait, on viendrait noyer notre modèle sous une grande quantité d'informations. Et donc, on viendrait nécessairement dégrader la qualité de la requête. Et donc, en fait, pour reprendre l'analogie du savant de tout à l'heure, là, le savant, il a accès à des livres, mais en fait, il a accès à une gigantesque bibliothèque d'Alexandrie. Et il ne va pas pouvoir aller chercher correctement l'information dans les livres, il va être perdu et il ne pourrait pas lire toutes ces informations. Et donc, ce qu'on va mettre en place, c'est une étape de recherche d'informations. C'est-à-dire qu'on va venir chercher dans la grande base d'informations qui contient des milliers de documents, uniquement les documents ou les parties de documents qui sont pertinents pour venir répondre à la requête. Et on va utiliser uniquement ces parties-là pour les donner en amorce du modèle pour qu'il puisse adapter sa réponse. Et voilà. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir filtrer la grosse base d'informations et conserver uniquement les informations les plus pertinentes. Et donc, ce processus de recherche d'informations, il peut être fait de nombreuses façons différentes. Donc, la plus connue désormais du grand public, c'est la recherche vectorielle, la recherche sémantique. Mais on peut utiliser des méthodes un peu plus traditionnelles, comme la recherche lexicale, ou énormément d'autres types de recherche. L'important, en fait, c'est juste qu'on va réussir à cibler dans la grande base d'informations toutes les informations qui sont pertinentes pour répondre à la question, et uniquement ces informations-là. Et donc ça nous a permis de créer des pipelines de RAG qui vont pouvoir venir augmenter la génération et du coup répondre à des questions en utilisant des connaissances qui ne sont pas connues par le modèle, mais qui sont disponibles dans vos bases de connaissances. Et c'est un peu toutes les pipelines de RAG qu'on commence à voir émerger sur le domaine. Mais un des problèmes, c'est que tous les processus que je viens de vous montrer jusque-là, ils fonctionnent uniquement sur des données textuelles. Le modèle, il a appris à compléter des séquences textuelles, donc ce qu'on va lui mettre en entrée, c'est du texte. Et la recherche d'informations un peu plus traditionnelle, elle fonctionne également sur des données textuelles, sur des documents textuels. Or, en fait, les bases d'informations de nos clients, elles ne sont pas sous la forme de fichiers textuels, ce n'est pas juste des points TXT, c'est des formats extrêmement divers, comme des PDF, des PowerPoint, des SharePoint, enfin, énormément de types différents. En fait, ces documents-là, ils ne sont pas sous la forme textuelle, ils sont sous la forme visuelle. Et donc, pour pouvoir utiliser ce type de documents très variés dans des pipelines de RAG textuels traditionnels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une étape de parsing et de reconnaissance de caractères, d'OCR, dont le but est d'extraire au maximum le texte contenu dans nos documents visuels pour obtenir notre document visuel sous la forme d'un texte. Donc là, j'ai mis un exemple, on ne voit pas très bien, je suis désolé. J'ai mis un exemple d'une page, d'un document visuel et du texte qu'on arrive à extraire avec une pipeline de parsing et d'OCR un peu vanilla, un peu naïve. Et donc, on peut s'apercevoir d'un certain nombre de problèmes de ces approches, notamment avec les boîtes de couleurs. Vous voyez qu'elles sont un peu toutes mélangées. On ne voit pas bien les couleurs, mais croyez-moi sur parole, on voit qu'on a perdu en fait la structure puisque le modèle va essayer d'extraire du texte, mais il ne sait pas forcément quel texte est relié à quelle partie. Et donc, on va extraire au maximum le texte, mais on va perdre notamment la structure de notre document. Et également quelque chose que, encore une fois, vous ne pouvez pas voir, je suis désolé, c'est que le moment où on va essayer de détecter les caractères, la reconnaissance de caractères, l'OCR, quand on va extraire le texte, on va avoir des erreurs au niveau du décodage, et donc on va avoir des lettres qui ne sont pas bien reconnues, et donc on va avoir des mots qui ne font plus de sens, et on va casser le sens du document, ce qui va pénaliser le modèle pendant sa génération. Et de façon un peu plus dramatique, les valeurs numériques, potentiellement, des fois, vont être mal décodées, il va y avoir des erreurs au niveau des chiffres. Et donc, si on pose des questions qui nécessitent d'avoir les valeurs correctes pour pouvoir répondre, eh ben, on va forcément générer des réponses erronées puisqu'on n'a pas la bonne donnée à ce niveau-là. Donc là, j'ai mis un exemple un peu extrême en utilisant une pipeline de parsing et d'OCR vraiment naïve pour un peu illustrer ce propos. Nous, bien évidemment, au sein de Paradigm, même pour la pipeline textuelle, on a une pipeline d'OCR et de parsing qui est bien meilleure que ça, puisqu'en fait, on l'a travaillé depuis des années pour essayer d'améliorer. Mais dans tous les cas, en fait, même si on arrivait à rendre cette pipeline parfaite, garder toute la structure et n'avoir aucune erreur de décodage, vous voyez bien que dans le document, on a des informations qui ne sont pas sous la forme textuelle. On a des images, on a des icônes, on a des petits dessins. Et dans vos documents, il y a potentiellement des graphes, des images, des photos, des choses qui ne sont tout simplement pas du texte. Et donc, en fait, vous pouvez voir que, comme ce n'est pas du texte, toutes les pipelines textuelles vont juste totalement ignorer cette information. Et donc, si vous essayez de poser des questions sur ces informations-là, on ne peut pas y répondre puisqu'on n'a pas accès à cette information-là.
Voilà. Et donc, juste même pour prendre un cas qui n'est pas totalement visuel, c'est le cas que tout à l'heure Arthur a montré. Euh, Même si j'arrive à extraire profil de risque, risque plus faible, risque plus élevé et l'échelle de 1 à 7, qui est une information textuelle, on voit que si je perds l'information visuelle de la couleur ici, si j'avais réussi à extraire correctement le texte, je ne serais plus capable de répondre à une question simple, à savoir quel est le profil de risque de ce fonds d'investissement, puisqu'on avait besoin de l'information visuelle pour répondre à cette question. Et donc pour répondre à cette problématique, on va utiliser des modèles de langue visuelle. C'est-à-dire qu'en fait, les modèles de langue que je vous ai présentés juste avant, ils étaient un peu aveugles, ils fonctionnaient uniquement sur du texte. Et là, l'idée, ça va être d'essayer de leur donner des yeux. Et donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre processus de venir compléter une séquence itérativement. Mais en plus, on va venir rajouter une image qui va venir conditionner notre processus de génération. Et donc si on reprend mon exemple tout à l'heure du chat, cette fois-ci, si je rajoute cette image-là en entrée, plutôt que de générer le fait que le chat buvait du lait, je vais devoir générer que le chat est assis sur une branche. Et donc, en faisant cet entraînement conditionné à cette image, on va forcer le modèle à apprendre à utiliser le contenu visuel pour pouvoir générer la séquence correcte. Et donc, en fait, on va apprendre au modèle à utiliser le contenu visuel qu'on lui donne en entrée pour faire sa génération et donc à extraire au maximum les informations du contenu visuel qu'on lui met en entrée. Et donc ça, en fait, une fois qu'on a entraîné ce type de modèle, ça va nous permettre de mettre directement les documents, les PowerPoint, les PDF, sous leur format visuel, tel que vous les voyez, afin de pouvoir utiliser au maximum toute cette information sans avoir aucune perte d'information ni erreur de décodage. Et donc ça nous permet de venir répondre à un certain nombre de questions qui étaient juste tout simplement pas possibles à ce moment-là, à l'époque, avec les pipelines un peu plus traditionnels de texte. Pardon. Mais on retombe dans ce problème original de ça fonctionne si vous donnez uniquement une page à votre modèle. C'est capable d'aller lire directement si je lui donne cette page-là, de répondre à cette question. Mais vos bases de connaissances, elles ne sont pas composées que d'une ou deux pages, elles sont composées de centaines de milliers de documents. Et encore une fois, on ne va pas pouvoir mettre tout en entrée du modèle, ça serait trop coûteux et on viendrait noyer le modèle. Et donc encore une fois, on va mettre en place un processus de recherche d'informations afin de venir sélectionner l'information pertinente dans votre base et la donner en entrée du modèle. Le problème, c'est que les processus de recherche d'informations dont j'ai parlé tout à l'heure, un peu plus traditionnels, ils fonctionnent encore une fois que sur du texte. Et donc, on ne va pas pouvoir directement chercher des documents visuels. Donc, une façon de faire, ça serait simplement de venir extraire le texte et de chercher la version textuelle, puis de donner l'image associée à notre modèle. Mais si on fait ça, on se heurte au même problème qu'on a au niveau de la génération, à savoir qu'il va potentiellement manquer des informations ou qu'il va y avoir des informations qui sont mal décodées. Et donc, si on a besoin de cette information pour identifier les documents pertinents, on ne va pas pouvoir le faire. Et donc, plutôt que de faire ça, ce qu'on va mettre en place, c'est une pipeline de recherche d'informations multimodale. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, on va essayer de trouver les documents les plus pertinents. Sauf que cette fois-ci, on va encore une fois avoir notre requête qui est sous le format textuel, mais on va essayer de chercher des documents qui sont pertinents, peu importe qu'ils soient visuels ou textuels. Et donc, ça va nous permettre d'identifier les documents les plus pertinents, peu importe leur modalité d'origine, le texte ou l'image, et de venir augmenter la connaissance du modèle avec l'information qui sont contenues dans votre base de connaissances. Encore une fois, sans aucune perte et en utilisant au maximum toute l'information de vos documents. Je veux juste faire une petite aparté en disant que là, aujourd'hui, on n'a pas réellement présenté toute la complexité derrière la recherche d'informations, pour ne pas alourdir un vendredi matin. Mais en fait, toute cette pipeline de recherche d'informations, c'est notamment ce qui fait la différence entre un POC de RAG que vous pouvez trouver en 3 lignes de code sur Internet et un produit beaucoup plus abouti que Paradigm. Parce qu'en fait, les POC en 3 lignes de code, ils vont utiliser uniquement la recherche vectorielle. Et en fait, la recherche vectorielle, elle a le bon goût de fonctionner assez correctement sur des domaines assez généraux. Et donc, on va pouvoir avoir des résultats qui semblent à peu près corrects au début. Mais la recherche vectorielle, quand on va commencer à vouloir chercher sur des domaines un peu divers ou des domaines un peu spécifiques, il va y avoir de nombreux cas d'échecs. Et donc, en fait, pour avoir des résultats qui sont vraiment corrects sur des grandes bases de données, on va devoir multiplier en fait le nombre de signaux différents pour essayer de combler les lacunes de chacun de ces signaux. Et donc, c'est en fait pour ça que nous, au sein de Lighton, on a une équipe qui est dédiée à la recherche d'informations, parce qu'on travaille quotidiennement sur l'amélioration de cette recherche d'informations. C'est un domaine qui n'est pas facile, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent laisser penser. Et surtout, c'est un domaine qui évolue énormément. Par exemple, là, les pipelines de recherche d'informations multimodales, en tout cas sous ce format-là, il y a quelques semaines, quelques mois, ça n'existait pas. Et donc, en fait, c'est pour ça que nous, on est obligés, si on veut continuer d'améliorer le produit, de travailler quotidiennement sur ce processus de recherche d'informations
pour pouvoir trouver au mieux dans votre grande base de données les informations les plus pertinentes. Parce qu'actuellement, les modèles, quand on leur donne la bonne information, ils n'ont pas trop de mal à venir extraire l'information. Mais la vraie difficulté, c'est de chercher parmi tous vos documents quel est le bon document qui contient la bonne information. La connaissance du modèle avec l'information qui sont contenues dans votre base de connaissances. Encore une fois, sans aucune perte et en utilisant au maximum toute l'information de vos documents. Je veux juste faire une petite aparté en disant que là, aujourd'hui, on n'a pas réellement présenté toute la complexité derrière la recherche d'informations, pour ne pas alourdir un vendredi matin. Mais en fait, toute cette pipeline de recherche d'informations, c'est notamment ce qui fait la différence entre un POC de RAG que vous pouvez trouver en 3 lignes de code sur Internet et un produit beaucoup plus abouti que Paradigm. Parce qu'en fait, les POC en 3 lignes de code, ils vont utiliser uniquement la recherche vectorielle. Et en fait, la recherche vectorielle, elle a le bon goût de fonctionner assez correctement sur des domaines assez généraux. Et donc, on va pouvoir avoir des résultats qui semblent à peu près corrects au début. Mais la recherche vectorielle, quand on va commencer à vouloir chercher sur des domaines un peu divers ou des domaines un peu spécifiques, il va y avoir de nombreux cas d'échecs. Et donc, en fait, pour avoir des résultats qui sont vraiment corrects sur des grandes bases de données, on va devoir multiplier en fait le nombre de signaux différents pour essayer de combler les lacunes de chacun de ces signaux. Et donc, c'est en fait pour ça que nous, au sein de Lighton, on a une équipe qui est dédiée à la recherche d'informations, parce qu'on travaille quotidiennement sur l'amélioration de cette recherche d'informations. C'est un domaine qui n'est pas facile, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent laisser penser. Et surtout, c'est un domaine qui évolue énormément. Par exemple, là, les pipelines de recherche d'informations multimodales, en tout cas sous ce format-là, il y a quelques semaines, quelques mois, ça n'existait pas. Et donc, en fait, c'est pour ça que nous, on est obligés, si on veut continuer d'améliorer le produit, de travailler quotidiennement sur ce processus de recherche d'informations pour pouvoir trouver au mieux dans votre grande base de données les informations les plus pertinentes. Parce qu'actuellement, les modèles, quand on leur donne la bonne information, ils n'ont pas trop de mal à venir extraire l'information. Mais la vraie difficulté, c'est de chercher parmi tous vos documents quel est le bon document qui contient la bonne information. Donc juste pour conclure, je vais récapituler un peu les différentes approches que j'ai pu présenter aujourd'hui. Donc on a potentiellement les approches qu'on appelle in context, dans lesquelles on va venir attacher uniquement un ou deux documents. Donc ça marche assez bien si vous avez un ou deux documents, ou si vous pouvez aller sélectionner à la main quels sont les documents qui contiennent ces informations-là. Mais on ne va pas vous demander d'aller sélectionner parmi 1 million de documents quels sont les beaux documents pour chacune de vos requêtes. Et surtout, vous n'êtes même pas forcément censé savoir, connaître vos documents par cœur et savoir dans quel document il y a cette information. C'est pour ça que les pipelines de RAG, de génération augmentée par la recherche d'informations, on va venir déléguer ce processus de sélection des documents dans votre grande base par la recherche d'informations automatique, qui va venir sélectionner directement vos beaux documents. Et donc ça, c'est le RAG un peu traditionnel au niveau du texte. Mais comme je vous ai montré, vos documents, ils ne sont pas sous la forme uniquement de texte. Et donc toutes ces pipelines-là, elles vont ignorer tout l'aspect très riche visuellement de vos documents. Donc elle ne va pas fonctionner très bien sur des graphes, des images ou tout le contenu visuel. Et donc c'est pour ça qu'au sein de Lighton, on a décidé de mettre en place un pipeline de RAG multimodal, qui est quelque chose d'assez nouveau sur le marché, afin de pouvoir utiliser au mieux toute la richesse de vos documents, la richesse visuelle de vos documents, et venir répondre à des questions qui n'étaient pas possibles de répondre avec des pipelines traditionnels textuels. Et je vais finir avec une toute petite aparté, parce qu'on m'a demandé d'en parler. Vous avez sûrement entendu parler, en fait, toutes ces approches-là, elles vont permettre d'augmenter la qualité de modèles assez général que vous avez l'habitude de ChatGPT, avec des informations qui sont internes à votre compagnie, votre boîte, pardon. Et vous avez sûrement du coup entendu parler de fine-tuning par rapport à ça, en disant qu'on va essayer d'adapter le modèle là avec les informations que vous avez. Sauf que plutôt que de venir ajouter l'information au moment de la génération, on va venir réentraîner notre savant. C'est-à-dire que plutôt que de lui donner des livres au moment où il doit nous répondre, on va le faire potasser sur tous nos livres afin qu'il apprenne des nouvelles connaissances. Un des gros problèmes de cette approche, c'est que c'est extrêmement coûteux, puisqu'en fait, votre connaissance, elle va évoluer à chaque fois et on va devoir réentraîner le modèle à chaque fois. Donc c'est extrêmement coûteux. On va aussi spécialiser le modèle sur certaines de vos connaissances. Or, vous voulez potentiellement ne pas perdre la généralité du modèle ou utiliser sur différents domaines. Et surtout, c'est un processus qui est extrêmement compliqué à mettre en place parce que ça nécessite d'avoir des données extrêmement propres, etc. Et c'est vraiment pas évident à mettre en place, alors que nos pipelines de recherche d'informations,
ont été développés pour être le plus général possible et fonctionner sur potentiellement un certain nombre de domaines différents. Merci beaucoup pour votre attention.